Bonjour à tous et à toutes. On va continuer avec ce troisième panel de cette fascinante journée. Donc, je vais moi aussi remercier les organisatrices. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous, accompagnée de personnes inspirantes. On va continuer enfin avec le panel Manifestation de colonialité contemporaine, le cas d'Haïti. On a 3 présentations aussi cet après-midi. On va débuter avec Denise Côté. Donc, on va rester assis, nous on est à la, à la bonne franquette, comme on dit en québécois. Denise Côté, qui est professeure titulaire au département du travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, elle dirige l'Observatoire sur le développement régional et une analyse différenciée selon les sexes. Ses recherches ont porté, entre autres, sur le développement local, régional, l'égalité femmes-hommes, sur les groupes communautaires de femmes. Elle s'intéresse plus précisément à la mise en rapport du secteur associatif avec les dispositifs gouvernementaux, ainsi qu'aux jeux d'acteurs entourant les mouvements féministes québécois et haïtiens. Elle mène depuis 10 ans des recherches sur l'intervention en matière de violence faite aux femmes en Haïti et elle dirige actuellement le projet Espace documentaire sur le genre et les droits des femmes haïtiennes, MOUCA. Donc, merci, Denise. Merci, Jade. Un, deux, deux. Bon. Merci, Jade. Merci aux organisatrices, je ne les renommerai pas, à tout le monde d'avoir organisé ce beau panel que je trouve hyper intéressant. Ce matin, j'étais très inspirée. Et comme vous allez constater, je vais commencer par pas répondre, mais enfin réagir à certaines des remarques qui m'ont particulièrement touchée. Une des remarques, c'est une des dernières, c'est comment s'identifier à un féminisme noir qui serait contre moi. Mais le féminisme noir, bon, avec toutes les nuances dont on a parlé ce matin, il n'est pas comme moi, contre moi, il est contre un système. Un système auquel je participe, veux pas, d'après ma naissance. Je n'ai pas choisi ma naissance et auquel je peux résister. C'est ma première réaction. Et comme Marjolaine l'a dit ce matin, moi, j'ai tendance aussi à faire ce qu'elle appelait du coq à l'âne, c'est-à-dire à sortir de mon script dans une certaine mesure. Donc, c'est un petit peu comme ça, peut-être que ça vient avec le temps, là. Bon, bref. Je vais vous parler d'Haïti que j'ai eu l'honneur de connaître depuis la chute de Duvalier, d'ailleurs, mais par des allers-retours. Je n'ai jamais habité, mais par des allers-retours et par l'accueil que m'a fait le mouvement des individus que j'ai bien fréquentés du mouvement féministe haïtien, dont 2 sont présentes ici. Et donc, c'est à ce titre que j'ai par la suite entrepris des recherches. Je vais vous raconter l'histoire d'un territoire effectivement qui est violé, d'un néocolonialisme systémique, à partir de l'expérience des groupes féministes haïtiens qui interviennent en violence. De l'impact, et là, je reprends un peu ce qui a été dit, là, j'espère que je citerai bien. J'ai pris des notes rapides, donc je ne me souviens plus exactement qui a dit quoi, là, mais c'est l'impact de notre bienveillance envers Haïti à travers les mécanismes de développement et de l'humanitaire, qui sont en soi, qui peuvent apporter des choses en soi, mais qui apportent aussi beaucoup d'éléments négatifs, qui amènent entre autres une destruction soft, excusez mon anglais, je suis franco-ontarienne d'origine, destruction soft des organisations féministes haïtiennes, entre autres, et aussi, comment je dirais, donc, qui finalement sont accueillis ici comme faisant partie, comme je disais, d'une bienveillance, une sorte de charité moderne, mais finalement, on se rend peu compte au Québec, ou enfin, on devrait se rendre plus compte au Québec, de la mesure dans laquelle on participe à ce mécanisme de néocolonialisme. Moi, je prends l'exemple d'Haïti, je suis certaine que c'est le cas ailleurs au monde, mais c'est l'exemple c'est un colonialisme déguisé, qui a eu comme effet, comme l'a dit quelqu'un ce matin, d'apporter le chaos. Pas juste c'est la nouvelle manière d'apporter la civilisation, si on veut, mais on est ici dans un cadre mental qu'on nous sert à force de politique et même de politique extérieure féministe. C'est un féminisme néocolonial. Je ne suis pas contre qu'on donne des fonds aux groupes de femmes en Haïti, que les Canadiens... Je ne suis pas contre. Mais il y a tout un aspect dissimulé qui existe.
qui est en soi violent symboliquement, mais aussi matériellement, indirectement parfois, peut-être pas directement, on ne prend pas des fusils, on refuse de faire une invasion en Haïti, des trucs comme ça, mais bon, on a quand même on avait des forces armées en Haïti qui ont commis toutes sortes de choses aussi par rapport aux femmes. Il y a toutes sortes d'exemples, je ne rentrerai pas dans trop de détails. Et il y a une résistance à ça. Là. Je vous parlerai moins de la résistance, je vous parlerai plus du contexte, de comment les choses se présentent. Donc, le développement et l'humanitaire apportent des choses, mais sont aussi, et ça commence à sortir de plus en plus au nord, dans le monde occidental, sont aussi des perturbateurs du développement, ou en fait des sociétés dans lesquelles ils s'imposent. Et en Haïti, malheureusement, c'est un cas intellectuellement intéressant, si on veut, parce que c'est une sorte de laboratoire du néolibéralisme, c'est un laboratoire de ce type de domination, et c'est aussi, il y a une dynamique raciale au niveau du système mondial là, qui s'y exprime. Je reviendrai là-dessus. Et sous cet agenda de bienveillance, qui inclut maintenant l'égalité des hommes-femmes, en fait, cette stratégie de bienveillance, c'est un front, là, si vous voulez, c'est une façade pour la protection d'intérêts stratégiques. Très clair. Donc, je n'ai pas apporté la petite manette. Donc, je vais prendre la présentation. Là, ça, c'était des petites réactions à ce qui s'est dit ce matin. Donc, je fais ça à gauche. Non, l'autre. Bon, je vous ai fait un petit plan, là. J'ai fait un beau petit PowerPoint pour ne pas trop dévier. Là. Je vais commencer par un rappel historique. Je vais vous parler des approches que j'ai utilisées. Puis des données, j'ai eu 2 séances de collecte de données qui ont été faites auprès de militantes et de toutes sortes d'intervenants, des coopérants, toutes sortes d'intervenants, soit des bailleurs de fonds ou des personnes qui apportent l'appui technique ou, bon, des militantes, comme je vous ai dit, qui interviennent en matière de violence faite aux femmes. J'en ai eu 2. La deuxième n'est pas terminée là, à cause des troubles actuellement, de la situation sécuritaire en Haïti, mais je vais vous apporter... Mon idée, c'est de vous apporter un exemple concret de comment il y a des structurations. Il y a eu des décapitalisations, des structurations d'un mouvement féministe, et c'est pour ça aussi que c'est une expérience, en fait, un terrain qui m'intéresse, mais en fait, c'est plus par solidarité, sororité que je le fais, là, mais bon, en quelque part, là, je suis chercheur, puis je suis organisatrice communautaire de profession, donc ce qui m'intéresse, c'est ce que font les groupes, et comme j'y ai accès, moi, c'est le privilège que j'ai eu, c'est de me faire accueillir et d'avoir accès, et d'avoir ces connaissances-là, et d'être située dans une université du Nord où je pouvais reprendre ce qui est très connu au Sud. Là, moi, je ne reprends rien, je ne fais que traduire, comme le disait quelqu'un. Et comme le disait Daniel ce matin, j'espère que ces recherches peuvent servir d'armes à la déstructuration de ces efforts néocoloniaux. Mais bon, on fait ce qu'on peut là où on est, et c'est ma petite contribution. Donc là, je vous fais... J'ai-tu passé une page, là? Ah oui, OK, j'ai passé une page. Bon, vous savez que la violence explose en Haïti, la situation est extrêmement dangereuse pour les femmes. Moi, j'ai essayé d'avoir des échelles. Là, j'essaie d'analyser ce à quoi je participe, si on veut. Là. Il y a toutes sortes d'éléments internes en Haïti que je n'aborderai pas, OK? Par discrétion, en fait, c'est bon. Mais là où je trouve où j'aurais plus de capacité d'intervention, c'est au niveau de ce qui se fait entre, en particulier, le Québec et Haïti, ou les puissances occidentales à travers les programmes de développement et humanitaire. Donc, ça nécessite des échelles d'analyse multiples. Là, ce que je vais vous démontrer par les petits historiques que je vais faire, je vais y aller assez vite, là, c'est l'omniprésence des grandes puissances coloniales depuis l'indépendance d'Haïti en 1804
Et bon, ça justifie, je veux vous démontrer que l'intervention en violence faite aux femmes, on ne peut pas l'analyser seulement avec les cadres d'analyse du Nord. Il faut l'analyser comme le font mes sœurs haïtiennes à partir de l'histoire proprement haïtienne et du néocolonialisme. Et qu'il y a une tension entre j'y reviendrai, je me précède, comme je vous avais annoncé, il y a une tension entre la façon dont les bailleurs de fonds et les organisations internationales, les ONG internationales, conçoivent et appliquent leur intervention en violence faite aux femmes en Haïti et comment le mouvement féministe haïtien, qui est, je vous rappelle, qui est très fort depuis plus de 100 ans, c'est un vieux mouvement, c'est pas né d'hier, il est très articulé, intervenait de façon très, très forte et bon, a été assez cassé par le séisme et l'humanitaire qui a suivi. Je ne dis pas qu'il est mort, c'est pas ça que je dis, là. Comme l'on d'ailleurs fait croire des coopérants à tort, mais le poids de l'international fait en sorte qu'il ralentit, que ça devient un obstacle plutôt que... Bon. Donc, petit piton, bon, rapidement, très rapidement, 92, arrivée des conquistadors, les populations autochtones qui résidaient, les Premières Nations ont été éliminées par la maladie et par les armes. En 81, bon, là, c'était une des colonies qui étaient les plus productives, qui a enrichi la France. Là, les Rois Soleil, c'est à cause des richesses des Caraïbes, entre autres. Soulèvement des esclaves, 1804, indépendance, blocus, France, Allemagne. L'Allemagne était là, oui, il me semble. Je ne me trompe pas, là? En tout cas, France, Espagne, c'est sûr, Portugal, États-Unis, blocus au niveau diplomatique, au niveau économique. Ça affame la Nouvelle République. C'est la première république noire au monde. Donc, il y en a qui disent que c'est la première vraie république, parce que les républiques américaines, françaises n'incluaient pas les Noirs, hein, on se comprend. Et puis, ce blocus-là a été réglé en 1825, mais après que la doctrine Monroe, qui déclarait que là où les États-Unis ont déclaré que la Caraïbe et que l'Amérique latine était son arrière-cour. Alors, en 25, il y a une négociation avec la France qui leur demande une somme incroyable. Il leur demande de payer pour les terres qui ont été reprises aux colonisateurs. C'est le seul exemple à date où ça a été fait. Et le remboursement de la dette avec les intérêts. Remboursement de la dette, on dit que ça a été fait à la fin du 19e siècle, mais avec les intérêts, c'est en 1850. Les banques françaises se sont enrichies avec des conditions incroyables. D'ailleurs, on dit qu'il y a une banque française qui a pu financer la Tour Eiffel grâce à ces intérêts faramineux qui ont été consentis. Donc, Haïti est décapitalisé. En 1915, les Américains viennent occuper. En 1914, d'ailleurs, les Américains sont arrivés puis ils ont soutiré, je pense, c'est 500 millions de lingots d'or. Je ne sais pas là-dessus, c'est dans ma tête. 500 millions de lingots d'or en 1914 qui ont été rapatriés dans les banques de New York. Okay? C'est vraiment du vol. Il reste là jusqu'en 1934 et pendant 10 ans par la suite, ils ont contrôlé tout le trésor haïtien. Fait que ça vous dit, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était contrôlé par les États-Unis. La dictature duvaliériste appuyée par les États-Unis, et là, arrive en 1957, elle tombe en 1986, c'est-à-dire que Duvalier-Fils quitte. C'est ce qu'on appelait le déchoucage. C'est une période le printemps haïtien, si on veut. Et à peu près au milieu des années 90, vous avez la croissance de la coopération qui arrive. Okay? Moi, quand je suis allée en 86, là, il n'y avait à peu près pas de blancs. Il y en avait quelques blancs, mais ils étaient partis dans les mornes dans leur petit bunker. Là. Mais quand je suis revenue dans les années 93, là, il y avait la coopération commençait. En 2000, j'ai oublié ça. En tout cas, en 2004,
La MINUSTA, la mission de stabilisation des Nations unies. J'ai mis le core group, ça, c'est les ambassades occidentales, France, en tout cas, je l'aimerais toutes, là, les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, puis l'ONU, puis tout le monde. Bon, ils se mettent ensemble, puis il y a un petit syndicat. Là. Il y en a qui l'appellent le syndicat. Là. Puis là, ils décident comment vont aller les choses, puis qui va être le candidat présidentiel. Excusez-moi, je vais rapidement, là, mais qui va être le candidat présidentiel, puis comment ça va se passer. Ils ont une intervention. Moi, tu vois, là, tu lis les journaux, tu te dis, mais c'est hallucinant, là. C'est hallucinant à quel point ils ont du pouvoir. Ça se fait tout par en arrière. 2010, le séisme, intervention humanitaire. Alors ça, c'est bon. Et puis en 18, troubles, gangstérisation. Mais la gangstérisation s'est produite parce qu'il y a des ventes d'armes des États-Unis en Haïti, il y a du trafic de drogue. Les mêmes problèmes se produisent en Amérique centrale. Vous avez toute l'immigration du Salvador, tout ça, c'est des problèmes semblables. Mais là, vous avez vraiment... Il y a de la corruption à l'interne. Je vous ai dit, je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais il y en a de la corruption à l'interne. Mais les grandes puissances font, quand ça fait leur affaire, ils font affaire avec les corrompus. On se comprend, là? C'est très, très clair. Puis là, à partir de 2018, vous avez une autre révolte qui se produit. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, qui s'est par la suite transformée dans la suite. Il me reste 5 minutes. Bon, ça va bien. OK, mais ça, c'est pour vous mettre en contexte à quel point il y a une présence des puissances néocoloniales. Et à quel point, malgré le fait qu'on s'inquiète pour Haïti, OK, on fait partie de ça. C'est pas pour culpabiliser, c'est pour dire, faisons une analyse des rapports de pouvoir au niveau international et faisons une analyse dans ce contexte-là, comment on peut intervenir. Donc, j'interviens, moi, en faisant des petites recherches. Bon, en appuyant, ça, des petites recherches. Je cite, je vais y aller vite, là, toute la question des épistémologies alternatives qui m'ont inspiré, sur lesquelles je ne travaille pas directement, mais elles inspirent mon travail pratique de collecte de données. La question du système monde de valeur 5, comment il faut regarder les choses dans sa globalité, que veut pas le Québec, on est rattaché aux politiques canadiennes qui sont rattachées aux politiques américaines, etc. Puis bon, j'ai fait 75 entretiens sur les deux séries d'entrevues. On n'a pas terminé encore. Et il faut bien que je justifie mes méthodes de recherche, hein, n'est-ce pas? Voilà, attends un petit peu. Je vais aller les données recueillies. Les premières, je vais y aller vite pour terminer avec les dernières. Les dernières, bon. Les mauvaises expériences ont été... les budgets de l'aide étaient beaucoup centrés sur... en fait, dans les budgets de l'aide à Haïti, je vous donne un exemple, les budgets de nos militaires qui sont allés étaient comprises là-dedans. Tu sais, les retombées sur Haïti, mettons que ce n'était pas ce qu'on aurait pensé. Et je parle de l'intervention thérapeutique, c'est un thème que j'aime beaucoup, là. C'est finalement que l'aide humanitaire, c'est une intervention, c'est McFall qui a parlé de ce type d'intervention qui est là pour aider un peuple, mais qui, dans le fond, suit les règles des intérêts stratégiques de certains blocs, on va dire ça comme ça. Là, je mets dans un même... il y a des différences à faire entre l'aide humanitaire, l'industrie du développement. Et puis, je citais Illich pour faire rapidement, qui disait que les plus grandes exportations des États-Unis après l'argent et les armes, c'était les idéalistes de tout genre qui vont aider, les do-gooders, qu'il dit. Et il y a Corbet en France qui a parlé de la construction, on en a parlé ce matin, des Haïtiennes comme les pures victimes. C'est les victimes parfaites. OK? Donc, je ne vais pas faire de lien, là, je pense que je vous laisse les faire. Bon, les nouveaux obstacles en 2013-2015, je sais que je déborde un peu, mais les nouveaux obstacles, c'était que les groupes féministes m'ont parlé parce qu'elles avaient une pratique d'intervention très ancrée en violence faite aux femmes en particulier. La non-reconnaissance par les humanitaires. Et bon, le développement, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps là-bas pour qui ce n'était pas le cas, mais les humanitaires ont tassé les coopérants en développement, puis ils ont fait ça à leur manière, un peu manière médecine d'urgence, là, on se comprend. La piètre coordination,
L'instrumentalisation des groupes féministes. Combien de fois on m'a dit, j'ai un autre, quelqu'un qui est venu, des féministes qui sont là de longue date, qui ont réussi à faire changer les lois, qui ont réussi à monter des protocoles d'intervention à violences faites aux femmes, qui se font demander de former gratuitement, entrevue par entrevue, les personnes qui arrivent, le nouvel ambassadeur, le nouveau ci, le nouveau coordonnateur de ça, etc. Puis des exemples, je n'aurai pas le temps de développer, là, mais bon. Grosso modo, on va vite parce qu'il ne me reste plus de temps. Bon. Alors, les données recueillies, comme je vous ai dit, ce n'est pas terminé, là. On me dit encore, moi, ce que j'ai voulu voir, c'est après ce constat de l'intervention humanitaire, après le séisme de 2010, est-ce que le fossé entre les... Parce que là, tout le monde en international intervient en violence faite aux femmes. Hein? C'est la grosse patente. Excusez-moi le québécois, là, mais c'est ça qui marche. Fait partie de leur priorité, tout ça. Est-ce que le fossé a continué à se développer? Et oui, c'est ce que je constate avec les données préliminaires. On me dit que l'intervention internationale auprès des victimes est inadaptée, inefficace et même parfois irrespectueuse. À cause, entre autres, là, j'y vais rapidement, là, il y a des subtilités là-dedans, là, mais à cause de la méconnaissance qu'ont les internationaux du terrain et des besoins, alors ils plaquent les solutions du Nord, OK? Importées de leur propre pays. Puis là, tu sais, la Suède va faire la Suède, puis la Norvège, puis le Canada, puis bon. Ils ne sont pas longs. Oui, c'est un petit peu. Le financement des groupes haïtiens est toujours difficile, doit correspondre aux priorités définies parce qu'il n'y a pas de financement à l'intérieur de l'État haïtien, donc les groupes féministes locaux, nationaux doivent se tourner vers l'international, mais là, plus ça va, plus on se restreint des politiques néolibérales de financement, et les priorités sont définies à Ottawa, Washington, Paris, etc. C'est limité à la partie congrue. Donc, bien sûr, comme ici pour les groupes, il n'y a pas de subvention, il n'y a plus de subvention comment on a dit ça, là, de plus général au groupe. Là, tu me fais une formation sur telle affaire. Puis là, ils font ça, mais ça, tu ne peux pas financer un groupe avec ça. Bon, le mode, bon, il y a une difficulté d'agir à cause des crises successives. Là, je n'ai pas fait d'analyse de ça, je n'ai pas de cueillette de données. C'est trop tôt, c'est trop chaud, c'est trop dangereux à l'heure actuelle. J'ai bien hâte de le faire. Par contre, les échéanciers sur un seul semestre sont fréquents chez les bailleurs de fonds. Mais comment voulez-vous faire sur un seul semestre, faire de la lutte contre la violence faite aux femmes, alors que les groupes féministes là-bas, il y en a beaucoup qui ont pris un certain modèle ici, parce qu'il y en a beaucoup certaines leaders avaient été exilés ici, puis là, c'est du long terme, ça, là, mais un sommet. Bon. Les structures, bon, là, je suis en train de développer un organigramme des structures de coordination de l'intervention en violence faite aux femmes. Premièrement, on ne trouve pas les données. Là, je suis en train de les travailler, là, mais c'est difficile à trouver. Deuxièmement, elles sont opaques et complexes. Elles incluent le bilatéral, les ambassades, les organismes internationaux qui financent, les organismes nationaux, les ONG internationales. Et finalement, et puis les groupes locaux. Les groupes locaux sont un petit peu à part, ne sont pas trop dans le game, là, si vous voulez, mais ils sont là quand même, et on les inclut quand même. Mais là, il y a des comités qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Là, il y a une méfiance d'un groupe par rapport à l'autre. Fait que là, finalement, les gens fonctionnent en silo. C'est vraiment la tour de Babel. Et bon, il y a le chevauchement de l'humanitaire sur... Ça ne sera pas long, Mme Jade? Avec le développement, là, ça, c'est autre chose parce qu'entre coopérants, là, les humanitaires et les gens en développement, ça ne se comprend pas toujours. Là. Ça, c'est parce qu'ils ont des façons différentes de... Ce qui est important, c'est les deux dernières diapositives, c'est que la définition de la violence que les groupes féministes donnent en Haïti, elle est différente. Alors que la définition si on peut résumer, là, de la violence que donnent les bailleurs de fonds ou les intervenants internationaux, elle est restrictive. Violence sexuelle en particulier. OK? Puis là, ça finit là. Tandis que la violence, pour les groupes haïtiens, les groupes féministes ou qui se disent féministes haïtiens, c'est une violence qui est multidimensionnelle, dont la violence symbolique, dont la violence issue
de ces pouvoirs de colonisation, etc., dont c'est pas uniquement la violence sexuelle, ça peut être la violence familiale, ça peut être tout, mais c'est certainement lié à l'histoire politique d'Haïti ou l'histoire économique d'Haïti. OK? Ça, c'est très, très clair. Donc, ça, c'est un gros problème qui est soulevé par mes répondants. Les interventions en activité plutôt qu'en action structurante, qui est le désir des groupes féministes. L'enjeu pour les groupes féministes, c'est beaucoup plus les droits des femmes. Et elles me disent que la motivation des coopérants, la motivation compassionnelle diminue, alors que la motivation marchande pour les organisations et pour les coopérants. Je vais me faire un bon salaire si je viens du Québec. Là. Je vais faire ça pour même, c'est bon sur le CV, puis tu sais, c'est ça que je veux dire. Bon. Enfin, et là, je vais terminer, l'appui financier et technique permet aux groupes, permet l'intervention, mais réduit la marge d'autonomie des groupes. Bon, remarquez que si on compare avec le Québec, c'est dans une certaine mesure, ça arrive ça aussi, là, mais là, c'est comme beaucoup plus flagrant, puis beaucoup plus oppressant, là, c'est opprimant, c'est vraiment, en tout cas, on en reparlera. Bon, puis à l'État, je ne suis pas rentrée là-dedans, mais l'intervention internationale fait perdre à l'État sa capacité d'action. OK? Alors qu'on chiale que l'État est faible, excusez-moi l'expression, mais en tout cas, on dit souvent que l'État est faible et puis tout ça. Mais là, on dit, puisqu'il est faible, on ne peut pas y faire confiance, donc on ne fait pas confiance, on fait nos programmes à côté. OK? Fait que là, le ministère de la Condition féminine, moi, les gens, ils me disent, bien là, écoute, il y a du monde qui était des cadres, mais je dis, moi, là, c'est impossible. Ils viennent avec leur plan d'action, puis on est supposé de leur dire que c'est ça le plan d'action qu'on veut au ministère. Ben là. Donc, et les règles néolibérales qui régissent les bailleurs de fonds contrecarrent néolibéral, donc rapetisser l'État, hein, contrecarrent la mise en place de tout système public alors qu'on dit que le système est fait. Bon, j'aurais des petites remarques à la fin, mais je vais arrêter parce que j'ai trop dépassé. On aura l'opportunité d'y revenir. D'accord. Merci, Denise. Oui. Je trouve que vous avez bien illustré en études de genre, on parle de sexisme bienveillant. Vous avez bien illustré le cas de colonialisme bienveillant également, concrètement, comment que ça se prend place. Je vous donnerai dans la période de questions, je vous donnerai des exemples de féminisme néocolonial, carrément. C'est pas juste des groupes de l'État, mais de groupes féministes du Nord qui sont, en tout cas, c'est une autre histoire. Merci. On a une dernière présentatrice qui va être à distance. Elle va apparaître derrière nous dans quelques instants. En attendant, je vais la présenter. Donc, c'est Tania Pierre-Charles de l'UQAM. Donc, Tania est médecin chirurgienne diplômée de l'Université de Mexico en santé publique, de l'Institut national de santé publique. Elle est actuellement attachée au centre de recherche du, je vais détruire ce mot, CRESDESH. Cresfed. Merci beaucoup. Bonne chance à l'interprétation. Elle est candidate au doctorat à l'Université de Québec à Montréal et s'intéresse aux études féministes, à la santé reproductive, aux injustices épistémiques, à la théorie de la résistance. Elle est membre de la CLACSO et professeure associée diplômée aux études supérieures en santé internationale et en politique et gestion de la souveraineté sanitaire. Donc, bonjour et bienvenue, Tania. Donc, merci Jade encore. Je voulais remercier l'équipe du RECEF. Bonjour à tous et toutes. C'est toujours un plaisir de partager, de participer dans ces espaces d'apprentissage, d'échange, d'écoute et de réflexion collective. Le titre de ma présentation, Colonialité politique de santé reproductive, l'objectif est de souligner quelques manifestations de la colonialité qui s'expriment dans le maintien des systèmes d'oppression dans les institutions sanitaires et aussi comment il y a une inadéquation de la politique de santé reproductive aux besoins des femmes haïtiennes. Je vais commencer. Donc, on va faire je vais faire un survol ou le lieu d'accouchement des femmes. Je vais parler des racines coloniales des systèmes d'oppression, comment se manifestent ces systèmes dans les institutions sanitaires
et de quelle manière la colonialité se traduit dans la politique de santé reproductive. Donc, le premier point, c'est où accouchent les Haïtiennes. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Haïti, moins de 40% des naissances ont lieu dans un établissement de santé. Ça veut dire que la majorité des Haïtiennes accouchent quelque part d'autre et c'est évident alors qu'il y a deux systèmes parallèles. Celui de la médecine occidentale, légitimé par la scientificité des connaissances, et celui de la médecine créole, produit de la mobilisation de savoir et d'expérience des personnes historiquement opprimées et déshumanisées. La médecine créole est un mélange de connaissances locales et africaines dans une unité d'analyse que l'afroféministe Lélia González, que Daniel mentionnait justement ce matin, appelle améficanité et incorpore tout le processus historique de dynamique culturelle, surtout étroitement lié à la catégorie négritude. Je vais commencer par décrire quelques éléments de la médecine occidentale qui est conceptualisée comme le modèle médical hégémonique, qui se caractérise par être ahistorique, individualiste et d'orientation curative. La relation médecin-malade est asymétrique et subordonnée, le savoir du patient exclu. Elle se présente comme l'approche universelle au sein duquel elle situe le phénomène de l'accouchement. C'est l'héritage colonial qui explique cette dualité entre l'accouchement à l'occidental et celui exercé à domicile en Haïti. La matrice coloniale haïtienne a moulé des relations de domination et subalternisation sur un mode binaire. On les retrace encore de nos jours. Maître, esclave, blanc-noir, homme-femme, scientifique, non scientifique. Ainsi, les systèmes racistes, capitalistes, classistes et patriarcales s'y sont forgés à titre d'axe structurant de la société. Les effets de l'occupation américaine dans notre histoire plus récente sont déterminants, importants de la structure du système de santé actuel et aussi des politiques sanitaires. Pourquoi? Haïti a été occupé militairement par les États-Unis, comme le mentionnait Denise, de 1915 à 1935, et les services de santé, pour plusieurs raisons géostratégiques, ont été contrôlés dès le début. Des mesures de santé publique ont été mises sur pied et ceci a suscité chez la population une grande sympathie vers l'occupation, sympathie qui a été en plus renforcée par l'incorporation d'acteurs non militaires dans le projet colonial, comme la Fondation Rockefeller spécifiquement, qui a financé entièrement la construction de l'École nationale de médecine et accordé des bourses pour que des médecins haïtiens aillent étudier, se former aux États-Unis et à leur retour intègrent aussi bien la faculté de médecine comme la direction du ministère de la Santé. Ceci est crucial car les bases structurelles de deux éléments fondamentaux se constituent à ce moment. Un, l'université, spécifiquement la faculté de médecine, c'est-à-dire le lieu de production et de transmission de connaissances. Et deux, le ministère de la Santé, qui est la plus haute instance sanitaire où se définit la gouvernance sanitaire, s'organisent les services de santé, s'élaborent les plans, les programmes et les politiques publiques. C'est à partir de ces deux lieux que la colonialité des savoirs s'exprime. Elle s'institutionnalise. Elle concerne spécifiquement le système de pensée qui se manifeste par la négation et la dépréciation des connaissances autres que celles du groupe dominant, justifiant le fait que seulement le savoir médico-institutionnel est neutre, objectif et surtout avec une validité universelle. Il y a aussi le colonialisme interne, où des groupes subissent une dynamique d'oppression coloniale dans les conditions similaires aux oppressions subies par les peuples. Dans le colonialisme interne, les colonisés intériorisent la vision du monde du colonisateur, ses valeurs, les modes de vie commencent à se modifier pour se façonner le plus possible à la culture dominante. La colonialité des savoirs et le colonialisme interne imprègnent les mentalités, les subjectivités, l'épistémologie et surtout,
il continue à se perpétuer et reproduire de manière endogène. Les deux traversent la sociabilité, l'espace public et privé, une façon de vivre et de coexister qui est souvent partagée par ceux qui en bénéficient et ceux qui en souffrent. Les deux vont de pair avec les systèmes capitalistes, racistes, sexistes, classistes et patriarcales. Ils sont tous étroitement liés. Ces systèmes d'oppression sont interdépendants, mais il est important de les nommer individuellement et de les analyser séparément. Ici, je vais souligner un élément très important de la colonialité qui est le racisme structurel comme un système d'oppression qui exprime un pouvoir et privilège d'un groupe sur un autre. En Haïti, selon les chiffres de World Factbook, 95% de la population est noire. Une étude réalisée par Label a identifié 70 termes par rapport à la tonalité de la couleur de la peau en fonction de la texture des cheveux, des lèvres et du nez. Ce colorisme classe les personnes en fonction de leur degré de blanchité, défini comme un espace de pouvoir, bien entendu, instaurant une culture naturalisée de privilèges et des avantages, une pigmentocratie qui est étroitement liée à la classe sociale. Il y a aussi une hiérarchie raciale et culturelle, une supériorité blanche occidentale à une infériorité noire africaine et ainsi des mécanismes complexes d'exclusion et de discrimination se construisent idéologiquement. Concrètement, comment se traduisent les divers systèmes d'oppression tels le racisme, la pigmentocratie, le sexisme, le classisme, le patriarcat sur l'expérience d'être une femme parturiente en Haïti? On va aborder cette question à deux niveaux. À travers les institutions sanitaires, ça veut dire l'endroit où accouchent les femmes, et à travers la politique de santé reproductive. Pour aborder la réponse à cette question, je vais utiliser comme cadre théorique les épistémologies du Sud, qui se développent notamment dans la pensée de la subalternité, et je vais utiliser spécifiquement la perspective du féminisme noir décolonial, qui est très proche du féminisme noir des États-Unis, où, en addition des axes de classe, race, genre et sexualité, il récupère tout l'héritage critique des femmes afrodescendantes et de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il problématise la race et le racisme comme une relation sociale complexe qui rend encore plus compliquées les autres relations sociales de domination. L'axe fondamental de cette perspective est que l'expérience d'être femme est sociale et historiquement déterminée. Cette affirmation est un besoin de donner une réponse aux différentes formes de l'expérience. D'être noire et d'être femme et être noire. Deux dimensions qui, dans des territoires colonisés et avec une diaspora afrodescendante, ne peuvent pas être séparées. Ce courant soutient également l'importance de l'ensemble des expériences et des idées partagées des femmes, comme militantes, comme mères, activistes, professeurs, employés domestiques, dans la sphère professionnelle, académique, entre autres. Et troisièmement, le lieu ou locus d'énonciation, qui fait référence à la reconnaissance du lieu politique depuis lequel s'exprime toute personne disposant un savoir et une expérience qui la situe dans l'échelle du pouvoir. Mon propre lieu d'énonciation est que je viens du groupe social, je suis une femme cisgenre, noire, privilégiée dans le contexte haïtien, et la connaissance située de mon expérience est à deux niveaux. En tant que jeune étudiante en médecine, ayant travaillé dans un service public d'obstétrique du plus grand hôpital public d'Haïti, j'étais spectatrice de premier rang de la profonde déshumanisation envers les parturientes dans un système qui banalise toutes sortes de violences, dans un spectre qui va de l'humiliation jusqu'à la violence physique. J'ai vu la zone de non-être de Fanon. Quelques années plus tard, ayant donné naissance moi-même dans une structure médicale haïtienne privée, cela m'a fait comprendre de façon très profonde que l'expérience d'accoucher n'était certainement pas la même pour toutes les Haïtiennes. Ainsi, une des prémices du féminisme noir décolonial est précisément ça, que l'expérience, les savoirs expérientiels des femmes ne sont pas une entrave à la connaissance, bien au contraire, c'est un enrichissement pour celle-ci. Quand les femmes haïtiennes
accouchent, excusez-moi, quand les femmes haïtiennes accouchent en milieu institutionnel, elles subissent une panoplie de mauvais traitements qui ne sont pas perçus comme violents ni par le personnel de santé, ni par les femmes elles-mêmes. Et ceci est étroitement lié à deux facteurs. Un, à la formation de ressources humaines qui est très hiérarchisée. Il y a une dynamique implicite de pouvoir symbolique, un pouvoir invisible, légitime, un patron qui moule les relations dans les institutions sanitaires. Il y a l'approche médicale, l'apprentissage professionnel est basé sur le contenu biologique, excluant les conditions socioculturelles, économiques et politiques dans lesquelles s'inscrit un tel processus. Et deux, à l'organisation des services gynéco-obstétricaux qui s'organisent en fonction de cette hiérarchie et de cette approche biomédicale. Et souvenez-vous que les bases de ces deux éléments remontent à l'occupation américaine. Parler d'institutions sanitaires nous mène à parler de médicalisation. Un bon exemple est l'accouchement, qui a cessé d'être perçu comme un processus normal et considéré maintenant presque comme une pathologie à contrôler par le médecin. Avec l'objectif de réduire les risques pour mère et enfant, il a été déplacé du domicile vers l'hôpital, passant d'un événement familial et social centré sur la femme et assisté par des matrones à une procédure purement médico-chirurgicale. Ce modèle se concentre sur le professionnel de la santé en tant que moteur du processus et sur la technologie en tant qu'instance au-dessus du corps féminin, qui soumet les femmes à des règles et des routines rigides et standardisées qui ne respectent pas leur rythme naturel, leurs différences physiologiques ou leur vision du monde. Cette approche biomédicale plus cette relation asymétrique de pouvoir se traduit par un rapport où le médecin possède les savoirs, les connaissances et la technologie, et les femmes parturientes reçoivent des normes de comportement, des directives et des médicaments. C'est le médecin qui sait ce qui est mieux pour la femme et tout acte posé est pour son bien et celui de son enfant. Dans ce contexte biomédical et de relations asymétriques de pouvoir, la position de la femme est infériorisée. Elle n'a rien à dire pendant son propre processus d'accouchement. Mais en plus, comme facteur aggravant, il y a son appartenance sociale définie par les systèmes d'oppression qui s'ajoutent. La pigmentocratie, elle est noire, le capitalisme, elle est pauvre, le patriarcat, c'est une femme. Et la violence autour des parturientes se naturalise. Elle est considérée comme structurelle en Haïti par un ordre social où la subordination économique, sociale, culturelle et politique maintient justement une dynamique de pouvoir qui naturalise l'oppression. Et elle est institutionnelle car elle se manifeste comme un abus de pouvoir au sein des institutions de santé à travers des normes, des règlements, mais surtout à travers des habitudes ou pratiques quotidiennes qui renforcent les mécanismes établis de domination. Ainsi, les institutions sanitaires peuvent être considérées comme des espaces d'oppression où les femmes sont objets de microagressions. Là maintenant, on va regarder rapidement ce qui a trait à la politique publique de santé. Donc, c'est ce que je vous avais dit, que la matrone, le fait que la majorité des femmes accouchent, des accouchements se font à domicile. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est en jaune. Donc, ça veut dire que 60% des accouchements ont lieu en dehors d'une institution de santé et sans participation de personnel qualifié. Les matrones qui assurent l'accouchement de la majorité des femmes haïtiennes depuis le 19e siècle sont considérées dans ce document officiel personnel non qualifié. Elles ne sont pas reconnues comme sujets ayant un savoir pertinent et la richesse de leur expérience est non compréhensible pour le groupe dominant. Un autre exemple sur lequel je vais m'attarder, c'est un programme vaste et très important qui s'insère dans les priorités du ministère de la Santé. C'est un programme modèle de santé maternelle et infantile. Ses objectifs soulignaient la nécessité justement de réduire le taux de mortalité maternelle en encourageant l'accouchement dans les établissements de santé. Le rapport officiel de ce programme dit ce qui suit. Une récente enquête fait état
de nombreuses femmes n'envisagent pas d'accoucher dans un établissement de santé parce qu'elles ne possèdent ni robe de chambre ni de sandales à porter après l'accouchement pour préserver leur dignité. Donc, le programme a œuvré pour leur fournir des kits d'accouchement. Cet exemple simple représente, à mon avis, une manifestation claire de colonialité contemporaine. Il démontre non seulement le paternalisme dans le contenu, mais aussi la méconnaissance de la complexité du problème de l'accouchement à domicile de la part des décideurs. Il ne tient pas en compte de la dimension culturelle où il s'insère, qui pourtant est fondamentale. Cela traduit un privilège, c'est-à-dire c'est moi qui sais dont les autres ont besoin, le privilège que certains groupes ont pour faire appel à leur propre voie d'interprétation et de communication. Donc, ce document reflète et renforce ce privilège en soumettant les autres groupes aux critères dominants qui, dans ce cas, se réduit à l'aspect matériel. Aussi, dans l'imaginaire dominant et hégémonique, dans cette colonialité des savoirs, les femmes qui fréquentent les institutions sanitaires, comme dans l'exemple donné, sont passives. Il faut leur donner leur dignité et ceci contribue à la perpétuation aussi stéréotypée des parturientes haïtiennes de la part de la coopération. Cette posture ignore l'existence de pratiques alternatives et reflète une parfaite inadéquation des stratégies occidentales. Celles-ci ne correspondent tout simplement pas aux besoins de la majorité des femmes haïtiennes. Et cette inadéquation se répète et se multiplie depuis plusieurs décennies, malgré toutes les stratégies d'incitation pour l'accouchement institutionnel. Les Haïtiennes continuent à accoucher à domicile. La question est pourquoi? Des questions, et c'est une des questions que je vais essayer de répondre avec mon projet de recherche. Pourquoi? Des questions comme une femme qui a plusieurs enfants. Pour le premier, elle accouche en milieu hospitalier, mais après ça, elle décide d'accoucher à domicile. Est-ce une forme de résistance en tant qu'action contre la pratique hégémonique imposée? Donc, c'est cette question et beaucoup d'autres que j'aimerais me poser dans ce sens, et des questions qui sortent des cadres conceptuels hégémoniques qui n'arrivent pas à trouver une réponse justement parce que ça n'existe pas. Ça veut dire, c'est dans ce sens que j'aborderai mes questions de recherche et cette réponse. Donc, je vous remercie. Voici un peu la bibliographie si quelqu'un serait intéressé et je suis ouverte et prête pour la discussion. Merci. Merci beaucoup, Tania. Je pense que je ne suis pas la seule qui avons hâte de lire la suite lorsque les résultats seront là. Merci. Puis, il y a plusieurs éléments qui résonnent encore une fois. On est encore dans le contrôle du territoire, aussi des corps. Donc, le contrôle des corps des femmes, notamment un moment qui peut être à la fois très vulnérabilisant, l'accouchement, mais aussi plein d'empowerment, selon comment on est appuyé aussi lors de ce moment-là. Donc, extrêmement intéressant. Autre élément qui me vient en tête aussi, vous avez abordé le mythe de l'objectivité. Donc, comme quoi qu'on peut être objectif en sciences, on le questionne souvent en sciences sociales et humaines, mais autant oublier que ça concerne aussi les autres types de savoirs. Donc, merci beaucoup.